Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette déjà 27e édition du Management Café. Alors, déjà 27, et oui. Et c'est un événement que vous connaissez qui est organisé par un centre de recherche qui s'appelle le CEBRIG, le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion. Alors, c'est un centre de recherche qui a été fondé dans les années 50 par quelqu'un qui s'appelait Émile Bernheim, qui était un homme d'affaires avec une vision sur la société. Et bien qu'il soit décédé, il soutient toujours le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion, je vais dire CEBRIG maintenant, grâce à la fondation qu'il a créée. Alors, la fondation Bernheim, et cette fondation, elle nous soutient au quotidien, c'est grâce à elle qu'on dispose du soutien administratif qui nous permet d'organiser des événements. Et puis, il nous soutient particulièrement pour les management cafés. Donc, on doit remercier très chaleureusement la fondation Bernheim, parce que c'est elle qui nous permet d'être ici ce soir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a inventé ces management cafés? Ils sont inspirés des cafés philo. Alors, l'idée, c'était que lorsqu'on travaille en économie, en gestion, on peut, étonnamment, peut-être pour certaines ou certains d'entre vous, se passionner pour ces sujets, mais on a peu l'occasion d'en parler avec des personnes qui ne sont pas directement soit dans le bureau d'à côté, soit dans les séminaires et les conférences qu'on fréquente. Et on s'est dit, bah, tiens, c'est quand même dommage parce qu'on parle de plein de sujets, du marketing, de la psychologie, de la finance, même de l'économie. Et on voudrait le partager, non seulement avec des collègues, mais aussi avec des praticiennes et des praticiens, et avec des gens qui sont simplement curieux et intéressés par les sujets qu'on traite. Et donc, on a décidé de lancer ces événements qui sont inspirés des cafés philo, c'est-à-dire que leur objet n'est pas d'être une conférence qui irait dans un sens, mais au contraire un lieu d'interaction. Ça veut dire que ce qui fait qu'un management café est réussi, bah, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Vos interventions n'ont pas besoin de prendre la forme de questions, ça peut être des affirmations auxquelles nos invités réagiront et peut-être d'autres membres du public réagiront. Donc, je le referai au cours de la soirée, j'imagine, mais je vous incite déjà à prendre la parole dès que vous en aurez envie. J'ai un micro dans la main et je le ferai passer, ce qui me permettra de passer la parole de façon efficace. Voilà. Donc, encore une fois, je remercie la Fondation Bernheim pour son soutien au jour le jour et ce soir. Je remercie l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, qui est l'université à laquelle appartient le CEBRIG. Je remercie toute l'équipe du CEBRIG, Hélène, Brune, Véronique. Hélène qui a géré l'événement et qui est là ce soir avec nous. Et je remercie évidemment nos invités que je présenterai dans un instant parce que je voudrais en venir maintenant d'abord au sujet de ce soir. Alors ce soir on va parler d'un sujet qui va peut-être s'adresser plus particulièrement aux plus aventureuses et aventureux d'entre nous puisqu'il s'agit de l'entrepreneuriat. Alors lorsqu'on est économiste comme moi, les entrepreneurs jouissent d'une réputation positive, en tout cas depuis les travaux d'un certain Joseph Alois Schumpeter au début du XXe siècle et de son ouvrage « La théorie de l'évolution économique » en 1911. Alors, dans cette théorie, l'entrepreneur, c'est un personnage central. C'est quelqu'un qui est à l'affût des opportunités, qui peut saisir. C'est lui qui va développer des produits nouveaux, qui va trouver des procédés nouveaux, qui va trouver des débouchés nouveaux, qui va trouver des sources d'approvisionnement nouvelles. Et c'est lui qui va prendre des risques et qui va remettre en cause les situations de monopole. Donc, c'est un personnage chargé quand même, mais positivement. Alors, il faut admettre qu'il fait tout ça, notre entrepreneur, dans la théorie de Schumpeter, pour se retrouver en situation de monopole. Mais c'est à lui qu'on doit l'innovation et la croissance dans une économie de marché, selon notre ami Joseph Alois Schumpeter. Alors, il y a une certaine forme de romantisme dans cette vision de ce que c'est qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse. De nos jours, l'entrepreneuriat s'enseigne dans les écoles de commerce et de gestion. C'est des cours d'entrepreneurship, c'est encore plus glamour qu'entrepreneuriat. Et pourtant, la vie des entrepreneurs au jour le jour peut trancher avec le glamour des cours d'entrepreneurship. Et je vous recommande à ce sujet la chronique qui a été publiée dans le Soir du 13 janvier par notre collègue du CEBRIG, Marie Cudon, qui était intitulée, je cite, « Valeur ajoutée, la solitude, un tabou qui tue l'entreprise à petit feu ». Bon, là, on sort résolument du glamour. Et on apprend dans cette chronique que pas moins de 45% des dirigeants de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire se sentent isolés.
Ça parlera peut-être à nos invités de ce soir. Le travail en vase clos, la concentration des responsabilités, ça peut être démotivant, ça peut être tout rapporté, d'où peut-être ce chiffre de 45% de dirigeants de PME, d'entreprises de taille intermédiaire qui se sentent isolés. Alors, peut-être que dans ce contexte, l'entrepreneuriat collectif peut être une alternative. Ça permet de mettre en commun des fonctions de soutien, des infrastructures. Ça permet aussi de se sentir probablement moins seul. Et c'est là qu'intervient Smart et nos invités de ce soir, que maintenant je vais présenter. Donc, je commence par Anne-Laure Degris, qui est administratrice déléguée de Smart, qui se trouve au milieu d'entre nous. Directement à ma droite, Nicolas Belaïev, qui est graphiste, enseignant à l'ESA Saint-Luc de Bruxelles, créateur de Pierre Papier Studio et membre du comité d'administration de Smart. Et enfin, notre membre du CEBRIG de ce soir, Mathias Schmitt, qui, comme je le dis, est membre du CEBRIG et professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management, qui est une faculté de l'Université libre de Bruxelles. Voilà pour les présentations, et je me tourne maintenant vers Anne-Laure Degris et Nicolas Belaïev pour leur demander s'il faut être héroïque pour se lancer en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Je vais démarrer et je vais partager quelques repères, en tout cas pour tenter d'initier un échange avec vous ou des échanges de réflexion. Moi, la figure héroïque ou aventureuse de l'entrepreneur ne me touche pas, ne me parle pas. Je n'y crois pas. Je pense aussi que quand il y a des success stories, elles sont soit très rares, soit vraiment liées à des événements de patrimoine familial ou économique. Et pour ma part, en tout cas, s'il n'y a pas de dimension collective dans ce qu'on entreprend ou dans ce qu'on produit ensemble, ça ne me mobilise pas. J'ai 58 ans, donc j'ai quelques années professionnelles dans les pattes, et moi je suis tombée dans la marmite des coopératives et de l'économie sociale il y a un peu plus de 20 ans. Pour ce qui relève de Smart, donc c'est une coopérative de travailleurs et travailleuses, et vous l'avez dit en introduction, c'est une façon d'entreprendre collectivement. Une coopérative, c'est structuré juridiquement, il y a du légal derrière, et la définition dit que c'est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire des besoins, des aspirations, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective, et chez Smart on parle d'entreprise partagée, et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Donc ça donne un peu les repères, en tout cas les façons dont nous relationnons au sein de l'entreprise partagée. Smart, ça permet d'héberger son ou ses projets professionnels, de partager des moyens, des outils, des garanties pour développer des activités. En choisissant de produire, de créer ou d'entreprendre via Smart, on fait aussi le choix de la protection sociale des salariés, puisque en travaillant via Smart, vous serez salarié de l'entreprise partagée. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? On pourra voir après, si vous souhaitez, un peu des détails de ce qu'on partage, puisque vous laissez aussi une partie du chiffre d'affaires dans l'entreprise en commun. Et il y a pas mal de choses et de services qui vous sont accessibles. Plutôt qu'entrepreneur, chez Smart, on préfère le terme de producteur. La personne qui crée, qui fabrique, qui génère des biens, des services, des œuvres, puisque on a historiquement on a pris notre démarrage au sein du secteur culturel en répondant à ses besoins par son savoir-faire. Alors, est-ce que via Smart, c'est une autre façon d'entreprendre ? Nous, on dirait plutôt que c'est une autre façon de produire. Entreprendre ou produire, ce sont deux formes d'action entreprenantes, mais l'une développerait une production utile à ses besoins qui, quand ils sont atteints, permet de passer à autre chose. On n'est pas là que pour travailler toute sa vie sans fin ou capter des revenus ou des biens qui ne sont pas en lien avec notre activité.
Et enfin, avant de te passer la parole, dire que Smart vient de fêter ses 25 ans en Belgique. Aujourd'hui, on regroupe un peu plus de 40 000 sociétaires, dont la moitié utilisent les services de la coopérative pour travailler chaque année, soit ponctuellement, soit pour certains depuis l'origine. Voilà pour les premières clés. Merci beaucoup. Nicolas Belaïev, peut-être ? Bonsoir. Moi, je pense que je vais essayer de vous raconter un tout petit peu mon métier, ma façon de le pratiquer au travers de cette coopérative. Donc moi, ça fait 17 ans, je pense que je suis membre de la coopérative. Je m'y suis inscrit peu après la sortie de mes études. Donc j'ai fait des études de communication à l'UC Louvain et ensuite de graphisme à l'école de recherche graphique ici à Ixelles. Et j'ai tout de suite senti que moi, j'étais pas vraiment fait pour être employé au sens classique du terme. J'ai un peu expérimenté la chose et je me suis vite retrouvé coincé dans des questions de sens, vraiment avoir une motivation à développer mes propres projets. C'est vraiment quelque chose qui m'a très très vite chatouillé, seul, avec d'autres. Et clairement, juste à l'âge de sortie des études, je ne me sentais pas les compétences, ni même l'appétence pour m'ouvrir un statut d'indépendant. Et j'ai poussé la porte, un petit peu par défaut à l'époque, de cette ASBL, qui n'était pas encore une coopérative, parce qu'on m'en avait parlé. C'est un acteur quand même du secteur culturel, artistique de longue date, et donc je savais que ça existait, je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc je me suis inscrit. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à y faire mes premiers contrats. Donc la manière dont ça se passe, je pense que c'est intéressant vraiment de l'aplatir. Je vais utiliser des mots très simples. À l'aide d'un outil informatique, j'encode des factures qui sont adressées à mes clients. Mes clients payent la coopérative et la coopérative me salarie. Après, s'ajoute à ça des couches de possibilité de faire des frais, des choses comme ça, mais très très simplement, c'est ça. Et donc la particularité de ça, c'est que d'une part, j'ai un statut de salarié, et puis aussi, pendant un moment, au départ de mon activité, j'ai bénéficié d'un revenu complémentaire de chômage, dont je ne bénéficie plus maintenant parce que mon activité est suffisamment développée, mais ça m'a permis de démarrer, on va dire, avec une mise de départ zéro. Parce que quand on parlait d'entrepreneuriat, et je trouvais intéressant l'approche de Anne-Laure sur la question finalement de cet héritage qu'ont beaucoup de personnes qui ont pu démarrer une entreprise tôt dans leur carrière, moi et d'autres producteurs de la coopérative, on a pu démarrer avec pas d'apport financier au départ, si ce n'est le temps qu'on avait à consacrer à développer notre activité. Et donc cette activité, elle s'est développée petit à petit, en parallèle avec une carrière d'enseignement donc à l'ESA Saint-Luc, et qui fait qu'à l'heure actuelle, je mène d'une part des activités de type entrepreneurial dans le domaine du graphisme, et d'un autre côté, j'enseigne, ce qui fait que j'ai 2 temps partiels de salariés qui font de moi un salarié à temps plein. Et pour ce qui est de mes activités au sein de la coopérative, je les pratique à certains moments seul, à certains moments avec d'autres. J'ai aussi la possibilité, assez simplement, avec la coopérative, d'employer d'autres membres de la coopérative sans devoir m'adresser à un secrétariat social, etc. Toutes mes démarches administratives de ce côté-là sont simplifiées. Alors, c'est un projet, c'est une façon de travailler qui convient bien quand on démarre une activité, mais j'ai été poussé un peu les limites de ce qui était possible à faire, parce que l'an passé, et sur les 3 dernières années, on a eu l'occasion de monter un très très gros projet. On a fait une intégration artistique dans le nouvel hôpital de Charleroi, la ville dans laquelle je suis installé. Et donc on a travaillé avec une vingtaine d'artistes, des techniciens sur le projet, donc sur un très gros projet de très longue haleine, sur lequel j'aurais clairement pu monter une société. Et j'ai fait le choix de ne pas le faire, parce que j'avais envie de pouvoir me concentrer sur les parties importantes de mon métier et de déléguer les aspects administratifs, juridiques à la coopérative qui m'a permis de le faire. Voilà, je pense que ça raconte déjà un petit peu qui je suis et comment je travaille au sein de cette coopérative. Merci Nicolas. Mathias. Bien, merci beaucoup. Mathias Schmitt. Merci. Voilà, je trouvais très intéressant vos 2 interventions. Et de but en blanc, il y a un premier élément qui m'a un petit peu étonné. Quand vous dites
que vous ne croyez pas à l'entrepreneur héroïque. Alors que s'ils viennent chez vous, c'est, je pense, parce qu'il y a une difficulté à devenir, à être couteau suisse en fait quand on est entrepreneur ou indépendant, puisqu'on fait face à toute une série, comment je dirais, d'obligations lorsque l'on est soit indépendant, soit entrepreneur. Je cite simplement certains aspects du centre pour les entreprises en difficulté. Le CEO surchargé, le manque de suivi financier, les gestions inefficaces de la trésorerie, le retard de paiement auxquels font face les entrepreneurs, par exemple dans la construction, c'est un gros problème actuellement, où on voit que les petits entrepreneurs ou indépendants tombent les uns à la suite des autres en faillite. Il n'y a jamais eu autant de faillites à Bruxelles que sur ce dernier trimestre. Donc il me semble que dire qu'il n'y a pas d'entrepreneur ou d'indépendant héroïque, je suis un peu étonné parce que justement je trouve que s'ils viennent chez vous, c'est parce que ils ne sont pas forcément couteau suisse, qui est une des difficultés majeures de l'entrepreneur, et donc où Smart a tout son sens évidemment, mais justement pour des personnes que je trouve héroïques. Il n'y avait pas de jugement de valeur, bien évidemment. En plus, toute personne qui entreprend solo, bravo, beaucoup de reconnaissance et d'empathie de ma part. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Mais c'était plutôt par rapport à votre introduction. Il y a quelque chose de romanesque, romantique, un espèce de chevalier là qui serait toujours à l'aise pour créer, produire et nous montrer, je ne sais pas quel avenir désirable. C'est de cette figure-là, celle qui est un peu livresque, à laquelle moi je ne crois pas. Et effectivement, tu l'as illustré aussi en disant depuis 17 ans et comment aussi tu t'es approprié l'outil collectif pour le développer individuellement ou collectivement selon tes besoins. Là, on répond à quelque chose de très concret, aussi en rompant l'isolement. Tu l'as dit, tu as pu monter des projets collectifs à plusieurs dizaines de personnes, donc ce sont des choses très conséquentes. Mais tu peux aussi, une fois que c'est terminé, repasser à ton rythme solo si tu en as envie. Enfin, il y a vraiment une formule qui est presque... moi, ça m'étonne toujours en fait que ce soit une façon d'entreprendre qui est très peu connue, relativement peu connue, aussi pour toutes ces choses. Non, effectivement. Et donc, j'avais une question par rapport à vos sociétaires. Sur quelle base les sociétaires peuvent-ils entrer? Sous quelles conditions? Est-ce qu'il y a des évaluations? Est-ce que c'est libre à tout à chacun de se dire voilà, je suis indépendant, j'ai envie d'entrer? Ou bien il y a un screening, que ce soit en termes financiers d'une part, ou d'autre part sur des éléments, je dirais, plus qualitatifs, si on a cette mentalité d'entrepreneur, si on a toutes ces caractéristiques, par exemple? Alors, tu me corrigeras, Anne-Laure, si je dis des bêtises, mais il n'y a pas véritablement de limite à l'entrée. C'est ouvert à tous et à toutes. On a certaines limites par rapport à des professions qui seraient protégées, simplement. Mais non, il n'y a pas de. C'est vraiment ouvert à toute personne qui est en droit de travailler sur le territoire belge. Juste pour complément, vous avez parlé de professions qui seraient protégées. Vous aviez quoi en tête? Les architectes, par exemple? On ne peut pas être architecte et membre de Smart. Ouais, d'accord. Toute profession qui a un ordre. Donc dès qu'il y a tout métier généraliste est le bienvenu, tout est autant qu'on puisse l'assurer, puisque on doit être assuré pour entreprendre. Et pour ce qui est du sociétariat, donc toute personne est bienvenue avec un projet chez Smart. Il n'y a pas de filtre. C'est propre à cette coopérative-là. Il pourrait y en avoir. Le conseil d'administration pourrait décider de mettre des seuils, des plafonds, enfin ce qu'il veut. Mais chez Smart, on peut encore se permettre d'être ouvert à toutes et tous. Et pour ce qui est du sociétariat, et il y en a quelques-unes ici ce soir, c'est à partir de la 3e facture émise à partir de la 4e facture émise via la coopérative, on vous demande d'acheter une part sociale chaque année de 30 €, un tarif qu'on estime tout à fait simple et accessible pour que toute personne qui en ait besoin puisse y accéder. Alors, vous avez dit qu'au départ, vous avez commencé comme une ASBL. Qu'est-ce qui vous avez fait passer du format ASBL au format coopérative?
Ça, c'est le précédent dirigeant qui a accompagné cette transformation à un moment où nous étions déjà plusieurs dizaines de milliers et où il fallait d'une part une gouvernance qui se structure. La coopérative permet ça, de rester et dans le secteur économique, dans le champ économique, et en même temps pouvoir se doter d'un conseil d'administration, d'une gouvernance. Et l'autre partie aussi qui était intéressante dans cette transformation, c'est qu'en passant en mode coopératif, nous avons pu ouvrir le capital de l'entreprise à ses sociétaires, et c'est ce qui a permis, en plus à un moment où il y avait un passage économique difficile pour Smart, de se remettre d'aplomb, puisque chacun, en apportant une petite part sociale de 30 € fois des dizaines de milliers, c'est quelque chose qui nous a aussi permis de renouer avec des fonds propres, des choses plus vertueuses en termes de gestion et d'économie. Mathias, oui. je t'en prie. Et puisqu'on parle des sociétaires et de la coopérative, comment sont-ils associés au niveau de la prise de décision via, j'imagine, l'assemblée des coopérateurs? Voilà. Comment est dressé l'ordre du jour et quel type de décision peuvent-ils prendre ou ne pas prendre? Et finalement, quelle est l'implication des sociétaires dans la prise de décision, donc dans la participation à ces assemblées? Alors, je pense que la première chose qui est importante à comprendre, c'est que le conseil d'administration de la coopérative, il est composé de trois types d'administrateurs, administratrices. Il y a une bonne proportion qui sont, comme moi, des membres utilisateurs de la coopérative, qui sont dans l'équipe du conseil d'administration. On a également des membres de l'équipe mutualisante qui sont donc toutes les personnes qui travaillent au sein de la coopérative pour rendre le travail de ces producteurs-productrices possible, et puis des partenaires. Mais donc ça, c'est quelque chose de très concret, c'est que la coopérative, elle est pilotée en partie par ses utilisateurs, utilisatrices. Et puis effectivement, donc il y a une dizaine de réunions du conseil d'administration par an, et puis il y a un moment de l'année, un peu avant l'été, qui est l'Assemblée générale, où là sont votées certaines décisions, et notamment les nouvelles entrées en fonction d'administrateurs et administratrices. Et quel est l'engagement des coopérateurs à ce niveau-là, des sociétaires? L'engagement au niveau, en termes de gouvernance, je veux dire justement au niveau de la participation notamment, et de ces assemblées, ou de l'assemblée qui se déroule en juin. Le parti pris là-dessus, c'est en tout cas on fait évoluer ça depuis plusieurs années, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des sociétaires une qualité d'information qui leur permette de voter, si les personnes le souhaitent, en toute connaissance et en conscience. Donc sur 40 000 sociétaires, en général, on a un peu moins de 2000 votants à l'Assemblée générale. On pourrait dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse être possible. Et donc le CA, dans la façon dont il conduit aussi le mandat qui lui est remis d'une assemblée générale à l'autre, c'est de produire de l'information de qualité, qu'elle soit pédagogique, qu'elle soit dans plusieurs langues. Tout à l'heure, on en parlait aussi, les assemblées générales, elles sont filmées, elles sont diffusées en direct, elles sont traduites. Enfin, on travaille beaucoup à le fait que ça puisse être accessible. Et après, la donnée, évidemment, je serais super contente et enthousiaste si on avait la moitié des sociétaires qui votaient chaque année. Mais en soi, la dimension quantitative n'est pas si importante que ça. C'est vraiment de pouvoir y accéder et de pouvoir être élu au conseil d'administration. Très bien. Je voudrais revenir un petit peu sur les aspects de critères de sélection. Donc il n'y en a pas au sein de Smart. Maintenant, un des services que vous proposez, c'est tout ce qui est lié au recouvrement et au suivi des facturations de vos sociétaires.
Et donc, en fonction du sociétaire, cette problématique peut être plus ou moins élevée. Et donc, plus ou moins coûteuse, je dirais, pour la coopérative. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection à ce niveau-là par rapport aux sociétaires qui veulent vous rejoindre? Donc, ce qu'on appelle un problème de sélection adverse ou quelque chose de ce type-là. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je vois de quoi on parle, mais ça veut dire quoi le biais? Mais ça veut dire le biais. Il y a des activités plus risquées que d'autres. Soit des activités plus risquées, soit des entrepreneurs ou des indépendants moins à l'affût de l'administratif et du suivi de leur facturation. Voilà. Ça peut être toute une série de gens qui ont plus des problèmes à gérer les aspects financiers. Et donc, est-ce que il n'y a pas un biais d'attirer plus ce type de personnes-là dans le cadre de l'association si on ne met pas des critères au départ je dirais, de base de bonne gestion? Par exemple, tout simplement émettre la facture à partir du moment où on a presté son service. Vous ne pouvez pas travailler sans avoir encodé précédemment votre prestation sur la plateforme. Une fois que vous avez encodé votre prestation, vous y avez mis une date de début, une date de début et de fin. À la fin, automatiquement, la facture est émise. Donc déjà, ce problème-là n'existe pas. Il n'existe pas. Il est réglé. De fait, la facture est émise et Smart se préoccupera de vérifier si elle est bien réglée ou pas. Et si elle n'est pas réglée, nous avons des collègues qui sont en charge de ce qui est nommé le recouvrement. Et du coup, en fait, cette organisation-là, elle permet aux personnes, soit qui n'ont pas le temps, ou toi, tu le disais tout à l'heure, j'ai préféré déléguer la gestion à la coopérative, comme ça, je me concentre sur mon métier. Mais on connaît aussi tout un tas de gens qui sont complètement allergiques ou stressés à l'idée de devoir gérer, ou même relancer. Appeler un client pour dire « t'as pas payé, c'est pas bien », et ben pour certains, c'est quelque chose de difficile. Donc, on a des collègues qui le font et qui le font très bien. Et il s'avère que par rapport au taux moyen national belge, on a un taux très très bas d'impayés. Donc le risque pris collectivement et traité collectivement est relativement correct. Il n'empêche qu'effectivement, on a des pertes qui sont collectivisées, ça dépend des montants, mais globalement qui sont prises sur le commun, puisqu'on avance les salaires avant que la facture soit réglée. Peut-être je voudrais juste ajouter un aspect qui est important ici. Il y a un grand rôle en tout cas qui est pas visible pour le moment parce que on a une partie de l'équipe qui gère la coopérative. On a moi en tant qu'exemple de membre, mais en fait il y a aussi on est accompagné par des conseillers, des conseillères qui suivent le travail de chacun de ces producteurs, productrices et qui sont les personnes contact entre la coopérative et ses utilisateurs et qui donc ont un rôle de conseil et voilà, c'est ça. Tout à fait. Enfin non, mais donc ils servent beaucoup à ça et donc à prévenir le risque aussi, à conseiller, à expliquer comment on doit faire. Oui, donc j'ai une question dans un autre registre. Donc les personnes viennent ont des activités, sont souvent au statut d'indépendant, donc ça répond à un certain état d'esprit. Et puis en allant chez Smart, ils passent à un statut de salarié. Est-ce que ça ne cause pas certains sentiments schizophréniques chez certains, puisque quand on passe de l'un à l'autre, manifestement, ce ne sont pas exactement le même état d'esprit, ou en tout cas, est-ce que les contrats Smart offrent une certaine flexibilité? Dans quelle mesure il y a une flexibilité ou pas? Voilà. Est-ce que ça va bien? Ça va, super. Non, c'est pas que c'est pas. Oui. Moi, j'ai de la schizophrénie, mais c'est à d'autres niveaux. Moi, oui. C'est plutôt de la multiplicité des choses que je peux faire. Mais pour répondre à ta question là-dessus, alors je pense que la question de gens qui viendraient d'un statut d'indépendant à un statut de salarié, ça existe, mais c'est pas mon cas. Par exemple, moi, j'ai jamais été indépendant. Par contre, je vis avec une indépendante et donc je peux assez bien comparer les deux états d'esprit. Et je dois dire que nous, dans notre couple, on envisage
même nos projets de façon similaire. On a simplement choisi des outils différents. Je crois que ces outils répondent à des problématiques qui nous sont propres à l'un à l'autre. Mais par exemple, je pense typiquement à cette notion de lien de subordination, que justement, dont l'indépendant essaie de se défaire. Et si on revient dans un statut de salarié, voilà, d'un point de vue juridique, il y a ce lien de subordination. Donc, comment arrive-t-on à gérer cette histoire de lien de subordination, et comment ça se matérialise d'ailleurs dans la coopérative? Alors, on va rentrer dans des choses un peu plus techniques. Il faut comprendre aussi qu'on propose deux manières de fonctionner principales. Donc il y en a une qui ça n'en est pas, mais qui pourrait s'apparenter davantage à de l'intérim. Par exemple, quelqu'un qui... Donc ça s'appelle le 3 en 1. C'est la manière dont on fait des contrats, purement des contrats de travail. Donc effectivement, on joue dans un spectacle, on est comédien et on est payé peut-être directement par une compagnie, et donc on a simplement un contrat. Et là, c'est une manière de faire. Et puis il y a l'autre manière de faire qui est le fonctionnement par activité, qui est celui que moi je pratique le plus, et où donc mes différents clients payent la coopérative, et ensuite moi, de ce montant, je peux faire un peu différentes choses. La principale étant de me salarier, mais je peux aussi gérer les différents frais que j'ai eu pour mes activités, me les rembourser. Et donc de ce côté-là, moi je navigue dans une très grande autonomie. Je décide de mon organisation au jour le jour comme ça me convient. Je ne vends pas des heures de travail à mes clients, mais je leur vends des services qui sont réalisés. Et donc à ce niveau-là, pour moi, je ne me sens pas... je me sens assez bien dans la peau d'un indépendant, même si je ne le suis pas techniquement. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu cherches. Un autre regard, puisque déjà au titre du CA, toi tu portes la responsabilité employeur, Smart signe les contrats et donc exerce et porte la responsabilité employeur, mais le mot-clé que tu as cité, c'est que toi tu vas réaliser tes missions avec la plus grande autonomie possible. Toutefois, la coopérative, s'il y avait une faute, un risque, ou que toi-même tu devais, je ne sais pas quelle embrouille pourrait t'arriver, la coopérative serait à tes côtés en termes de responsabilité, ou s'il fallait rompre ou rendre compte de ce contrat devant un tribunal qui soit civil ou pénal, c'est aussi la coopérative qui serait interpellée et non pas la personne. Donc il y a une double bonne ou moins bonne chose selon comment on se situe, mais en tout cas, tu as une protection collective à tes côtés. Tu as aussi, tu es subordonné le moins possible et avec le plus de confiance possible, mais il y en a une. Toutefois, à l'intérieur de ça, il y a quand même une responsabilité qui est portée collectivement. Et une pratique de la subordination qui, là aussi, est complètement peu connue et peu documentée en termes de recherche. C'est-à-dire, vous pouvez développer ? Est-ce que je peux faire appel à un appel à recherche ? Il y a peu de littérature sur une autre pratique subordonnante que le contrat de travail classique, avec une hiérarchie, des fiches de poste qui te sont adressées, des tâches à réaliser dans un horaire de 35 ou 38 heures, que sais-je. Et cette relation à l'outil collectif auquel j'adhère individuellement pour être subordonné, mais qui m'apporte une grande protection, c'est quelque chose qui est... en général, on ouvre de grands yeux quand on essaye d'en parler simplement. Avis aux chercheurs et aux chercheurs. Justement, d'ailleurs, c'est une des raisons d'être de ces événements. D'ailleurs, on a quelques jeunes chercheuses et chercheurs dans la salle, donc faut peut-être que ça leur donnera peut-être des idées. Alors, comme je l'avais dit, l'objet du Management Café, c'est des interactions. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a envie de réagir à ce qui vient d'être dit ? Est-ce que vous avez peur d'être subordonné ? Vous avez peur de vous lancer ? Voilà, je vais me promener avec le micro, s'il vous plaît.
Oui, je voulais juste rebondir sur la partie démocratique. Il y a eu une des grandes nouveautés chez Smart qui a été la création cet automne de l'Assemblée des travailleurs aussi, qui était le moyen de penser en tant que travailleur de Smart Belgique. Je dis Smart Belgique parce que moi je suis chez Smart Allemagne. Le fait de pouvoir en fait penser aussi les conditions de travail et de faire évoluer aussi la coopérative sur ces aspects-là. Et l'autre chose qui, je crois, n'existe plus là maintenant, qui était Smart in Progress, qui s'est transformé après en Smart Lab, mais qui sont aussi des terreaux de penser le collectif et la coopérative, avec aussi les besoins. Par exemple, il y avait eu un Smart Lab sur l'artisanat, etc., pour penser comment est-ce qu'on peut entreprendre avec des métiers plus spécifiques, une autre réglementation, et qu'est-ce que ça met en place en fait. Et quoi, voilà, qui sont... Bon, oui. Et puis bien sûr l'AG. Alors ça, c'est un grand moment de rencontre aussi. Et je pense aussi à d'autres outils dont on n'a pas parlé, parce qu'on parle d'outils finalement financiers, juridiques, administratifs, mais il y a aussi, on a un énorme catalogue de formation, par exemple, auquel on a accès moyennant des prix super démocratiques. Donc c'est aussi des choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui sont un des plus. Oui, je revenais. Donc, moi, je m'appelle Ingrid Delval. J'ai fait mes études de sciences économiques à l'ULB. Et après, j'ai fait un autre type de formation. Et je suis arrivée chez Smart en 2016. Et je voulais rassurer Monsieur Schmitt par rapport au fait qu'on reçoit... Donc, il y a une première séance d'information. Et ensuite, on prend rendez-vous avec un conseiller. Et là, la personne demande quels sont vos diplômes et les raisons pour comme les métiers ou les formations que vous avez fait pour pouvoir exercer. Donc moi, je pouvais justifier de pouvoir donner des cours en économie à des étudiants puisque j'avais l'agrégation en sciences économiques et une autre activité. Et donc, ça a été accepté. Et donc, ça, c'est par rapport aux conditions d'entrée dans la société. Bon, moi, je vous parle en 2016. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il existe un centre d'éthique. Donc, si à un moment donné, il y a une question qui pose problème, Smart est là pour aussi vérifier que les utilisateurs ne font pas n'importe quoi ou auraient un comportement... hors la loi ou qui serait tout à fait contraire. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, on a un comité d'éthique qui étudie des questions qui peuvent surgir, notamment sur les domaines dans lesquels on pourrait travailler ou s'opposer au fait que les membres de la coopérative travaillent, dans des domaines aussi variables que le travail du sexe récemment qui a été abordé, les questions d'intelligence artificielle, l'astrologie. Voilà, régulièrement, il y a un thème qui arrive sur la table et on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on est là pour ça ou pas ? Et donc, ce thème-là est mis dans les mains du comité d'éthique. Et vous avez pris quelle décision pour l'astrologie ? Merde. J'en sais rien. Il faudra se référer au travail de la commission. D'accord. Oui, je crois qu'à droite, la main a été levée en premier. Alors, j'ai vu effectivement combien coûte la Smart, 30 €, 6,5% du chiffre d'affaires. Je n'ai pas compris ce que c'était que la contribution de 8% sur le budget dédié à l'emploi. C'est les 8 plus 6, 5 ou c'est autre chose ? Le modèle économique de Smart tient donc sur deux piliers. Le premier que vous avez cité, c'est-à-dire les 6,5%, qui est souvent un chiffre qui est connu quand on est dans l'environnement Smart, qui est prélevé du coup facturé. Et de ce budget qui arrive sur votre compte d'activité, à partir du moment où vous décidez de vous salarier à partir de cette somme-là, sera prélevé un multiplicateur. Ça semble assez complexe, mais quand on le regarde au global, ça se comprend un peu plus aisément. Mais ce multiplicateur est là de 8 ou 8,5%, ça dépend des années. Donc il y a un prélèvement sur le chiffre d'affaires et il y a un prélèvement sur ce qui va constituer votre salaire. Cet ensemble-là
Selon les années, ça correspond à entre 12 et un peu plus de 14% de votre chiffre d'affaires global que vous allez laisser à la coopérative. Et c'est ce qui permet à la coopérative de fonctionner avec l'ensemble des services qui sont mis à disposition et une équipe mutualisante ou support d'environ 210 personnes au quotidien qui sont au service des 20 000 utilisateurs. Alors, ça dépend. Est-ce que vous avez eu des frais, pas des frais? Est-ce que vous payez en droit d'auteur, en salaire du régime général? Enfin, mais on pourrait dessiner les choses comme ça. Ça dépend si vous avez eu beaucoup de frais d'activité ou pas. Tu veux répondre? Oui. Sur cette question-là, qui est en fait, c'est aussi, bien sûr, c'est annoncé 6,5% du chiffre d'affaires qui est enlevé, 8,5 à peu près 8,5% du budget salarial qui est enlevé. Mais en fait, c'est pas, faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que quand on est indépendant, on va avoir un expert comptable qu'on va payer, on va avoir du conseil juridique de base qu'on va devoir payer, etc. Et tout ça, on l'intègre dans son budget de coût fixe. Sauf que, en fait, les 6,5%, c'est-à-dire la contribution coopérative de Smart plus ce qui est enlevé aussi sur les cotisations, c'est le fait de variabiliser ces coûts-là. C'est-à-dire qu'on ne va les payer que quand on a un chiffre d'affaires qui arrive. Sinon, si jamais un mois je n'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai quand même de l'administratif qui a lieu, mais je n'ai pas besoin de le payer. Et donc, du coup, l'objectif, ce n'est pas de penser son prix par rapport au marché, mais c'est d'abord de regarder de combien on va avoir besoin et d'aller ensuite rajouter cette part variable en fait, pour constituer le coût de revient de son prix et de son service et de faire un prix qui sera supérieur à ce coût de revient, qui du coup est variabilisé en fait. Et ça, c'est un peu toute la magie de se dire, en fait, les assurances, etc., j'ai pas besoin de les payer tous les mois, j'ai pas besoin de payer un comptable tous les mois. Et par contre, dès que j'ai de l'argent, oui, il y a une partie qui part, mais finalement, si on regarde à l'année, on peut regarder aussi tous les services qu'on a en regard. Et souvent, ça coûte moins cher. Après, Nicolas, peut-être que c'est plus le cas pour toi maintenant que tu as une activité qui marche à fond. Alors, moi, je rentre dans une case encore plus particulière. Je suis en CDI à la Smart, chez Smart. Donc, on est quelques-uns plutôt que de faire des contrats de façon plus ou moins régulière ou irrégulière, on nous a proposé à un moment d'avoir un système qui automatise notre salaire. Et donc, moi, je suis en CDI, c'est-à-dire que le même montant sort de mon activité tous les mois. Et donc, je dois, moi, m'assurer de facturer suffisamment mes clients pour que ça permette de financer ça. Mais ce qui m'inquiétait un peu au début, d'ailleurs, au moment où je l'ai fait, mais ça fait, je sais pas, 6-7 ans que je suis en CDI. C'est très confortable. Et je voulais réagir à ça en disant, avant en fait, et finalement toujours maintenant, ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là, et en fait dans son côté temps réel, en termes de coûts admin, de coûts juridiques, etc. C'est-à-dire que on paye tout de suite finalement ce que nous coûte le fait de pouvoir exercer notre métier. C'est que moi, une chose qui me stressait et que je n'aime pas dans le statut d'indépendant, c'est qu'il pousse à la croissance permanente. On doit toujours gagner un petit peu plus parce que comme il y a toujours un décalage dans les charges sociales, etc., on se retrouve toujours à être un petit peu poussé à grimper, ce qui peut ne pas toujours être l'envie de tous les entrepreneurs. Et moi, je me reconnais assez bien là-dedans. Je viens de faire 3 ans où j'ai bossé énormément. En fait, j'ai un peu de sous de côté dans mon activité. Mon salaire continue à tomber, mais je peux un petit peu lever le pied. Et je sais que je n'aurai pas de grosses surprises au niveau de mes lois sociales, vu qu'elles sont payées en temps réel. Voilà, c'est pour compléter un petit peu ce que tu dis. Merci. On avait une question ici, madame. Oui, merci. Ma question, c'était plus avoir une idée sur le parcours de l'entrepreneur quand il arrive chez vous. Et jusqu'au moment où il commence ses activités et au moment où il est facturé. J'aimerais bien avoir tout le parcours, en fait. Qu'est-ce qui se passe étape par étape pour avoir une idée de savoir si je peux me projeter ou pas.
Le micro. Alors, tout va dépendre de l'équipe avec laquelle vous allez avoir. Mais de manière générale et schématique, vous allez vous inscrire pour une réunion d'information qui est en collectif, où on va vous présenter Smart. Vous avez bien sûr tout le site internet en fait qui est ouvert avec énormément d'informations, une vidéo qui est super bien faite. Vous avez aussi le guide de Smart qui est accessible. Donc déjà, vous avez un puits d'informations assez incroyable. Vous allez à ce rendez-vous collectif et là déjà, vous allez pouvoir vous dire est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas. Puis vous avez un rendez-vous individuel en fait avec un conseiller où là, vous allez décider d'ouvrir, amener vos documents et vérifier tous les documents pour vous inscrire et créer votre activité. Ce qui est bien, c'est si vous avez déjà en fait des clients potentiels, un premier service en fait à proposer, ça sera quand même un peu plus simple en fait dans la discussion parce que ça va permettre à votre conseiller de voir concrètement ce que vous faites et il va pouvoir aussi vous orienter parmi les différents services qui existent chez Smart, aussi pour vous renseigner, pour rencontrer d'autres coopérateurs, d'autres membres de Smart. Voilà. Et donc du coup, là, ça c'est pour le format activité. Si jamais vous voulez vous dire, tiens, j'ai envie de tester et d'envoyer juste une facture et de voir est-ce que ça fonctionne, dans ce cas-là, vous allez avoir l'outil 3 en 1. Juste ce à quoi il faut penser, voilà. Et donc ça, en fait, c'est une ouverture sur le portail, je crois, qui est assez simple. Je l'ai pas faite vu que je suis en Allemagne. Et donc, du coup, cette ouverture, et à partir de là, vous pouvez facturer. L'outil est suffisamment bien fait aussi pour vérifier que vous avez facturé au moins 3 heures au tarif minimum. Donc, en fait, vous avez facturé le nombre d'heures que vous faites. Par contre, pensez bien à intégrer, si jamais vous avez besoin, en fait, dans votre salaire, le paiement aussi de quelques coûts, si jamais vous utilisez Microsoft ou ce genre de choses, à le mettre dans votre salaire comme si vous alliez le payer avec la TVA. Parce qu'autrement, dans ce cas-là, l'outil 3 en 1 ne sera pas utile du tout. Et donc, voilà. Donc ça, c'est Et là, en fait, vous faites 1 à 3 factures. À la 4e facture, vous vous dites « Ah bah oui, ça fonctionne pour moi ». Et dans ce cas-là, vous prenez une part. Et du coup, soit vous allez passer sur activité, soit vous restez sur 3 en 1, en fait. Est-ce que j'ai bien résumé le parcours ? Et à tout moment... Est-ce que ça donne envie ? Et du coup, si vous êtes en activité, donc si vous avez ouvert une activité, donc pas en 3 en 1, mais si vous avez ouvert une activité, vous avez la possibilité de contacter le conseiller à tout moment par mail. Et soit vous avez un conseiller attitré, soit vous avez une équipe mutualisée qui est là pour vous soutenir. Ça va dépendre des différentes équipes. Et vous avez des bureaux un peu partout. Je suis en train de tous les visiter. Donc. Et pour aller plus loin, une fois que vous êtes en activité, que vous avez un contrat à faire, vous encodez un devis que vous envoyez à votre client en disant ce que vous lui vendez, à quand est-ce qu'il va le recevoir et à quel moment il va devoir le payer. Et puis, ce client va recevoir une proposition par email. Il va pouvoir cliquer « J'accepte la vente de ce super service que vous lui vendez » ou ça peut être aussi des produits. Et sur base de ça, lui recevra une facture qui payera à la coopérative et votre compte sera crédité du montant de la facture moins les 6,5% dont on a parlé tout à l'heure. Et de ce montant, vous pourrez vous rembourser des frais d'une part et d'autre part vous faire du salaire. Félicitations. Alors... Il y aura un moment pour échanger à l'issue de l'événement. Donc peut-être que vous pourrez finaliser ce recrutement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on avait une question ici. Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'ai une activité Smart depuis maintenant presque 10 ans déjà. Donc j'ai pu un peu voir les petites évolutions au fur et à mesure du temps. Et j'avais plutôt une question par rapport à la propriété. Peut-être pas intellectuelle, mais plutôt matérielle. Dans le sens où mon activité Smart, j'utilise beaucoup de machines, d'outils, et certaines machines peuvent très vite chiffrer. J'ai eu le cas dernièrement, j'ai dû faire un très gros frais, acheter une machine de personnalisation laser. Ça a un certain coût. Je dépassais un certain montant et je suis passé dans un tout autre système de financement. Et au final, je me suis rendu compte que la machine ne m'appartenait pas
mais appartenait plutôt à la Smart. Et que le jour où, alors que je l'ai financé avec l'argent figurant sur mon compte Smart, le jour où je décide de la revendre pour pouvoir évoluer, avoir du plus gros matériel ou tout simplement parce que j'arrête mon activité, cet argent revient à la Smart. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu votre retour par rapport à ça, parce que du coup, il y a certaines activités qui sont plus propices, qui n'ont pas besoin de beaucoup de matériel, et du coup, le système Smart peut convenir. Maintenant, après, je suis parfaitement aussi conscient qu'à partir d'un certain stade, vaut mieux se mettre indépendant pour pouvoir faciliter plutôt la gestion des très gros frais. Et donc, où se trouverait cette limite à ce niveau-là et en termes de propriété, voilà cette question de mon matériel au final que j'utilise tous les jours, que j'ai payé avec l'argent de mes factures, etc., en dehors des frais Smart, appartient à la Smart. Voilà, si je pouvais juste avoir quelques petites précisions par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors sur ce cas précis, je ne voudrais pas dire d'erreur, donc je vais essayer de rester plutôt généraliste. Puis comme en plus c'est enregistré et que des collègues vont le regarder, je vais me faire tirer les oreilles. Vous avez financé personnellement l'achat de ce matériel qui appartient à votre activité. Votre activité, elle est hébergée dans Smart. Donc tant que vous êtes dans Smart, c'est quand même vous qui l'avez financé. Donc je ne me rappelle pas du mécanisme exact au moment de la sortie, mais ça va venir, va venir se compenser le montant que vous avez avancé personnellement, le montant qui a été amorti normalement sur plusieurs années dans votre activité, et quand ça ressort, le matériel, si vous l'avez financé, d'une manière ou d'une autre, vous partez avec. On n'a pas un entrepôt avec tout le matériel des milliers de membres, mais c'est une mécanique financière de gestion qui n'est pas simple à comprendre. Effectivement, vous financez avec vos sous perso quelque chose qui s'appelle, c'est une facture Smart, c'est du matériel Smart. Ça c'est, mais si vous aviez votre propre entreprise, ça serait du matériel de votre propre entreprise. La différence, c'est que vous auriez peut-être, vous seriez passé par le financement de votre entreprise et pas de votre compte perso. Donc ça, je sais que souvent, ça fait tiquer ou réagir. Ça, c'est déjà un truc. L'autre point que vous abordiez, c'est un montant conséquent. Donc, est-ce que ça vaut le coup de financer sur son compte perso? On a déjà payé des impôts, etc., etc. Est-ce qu'il y aurait d'autres modalités de financement? Je ne connais pas votre cas, mais on a développé justement au sein de Smart des modalités de financement en interne pour ne pas que les personnes à titre personnel aient à emprunter ou à prendre sur leurs fonds perso ou familiaux. Donc le financement, selon les cas, est aussi possible, voire même des prêts. Là aussi, mais là c'est une situation individuelle, donc je ne vais pas savoir répondre plus précisément. Et après, est-ce qu'il y a un montant maxi? Pour des très très grosses activités, oui, on va accompagner, enfin on ne va pas accompagner, si on va discuter avec les personnes, à un moment donné, ça va vous coûter cher aussi de tout garder dans Smart telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas fait pour tout. Et c'est très bien comme ça. On a rarement eu autant de questions aussi précises. C'est concret, en fait, le travail. Indubitablement. Alors, s'il y a d'autres questions, éventuellement plus précises ou moins précises, je vois là le président du Centre Émile Bernheim. Bonsoir, Hugues Pirotte. Je veux me demander, au fait, quelle est la proportion de activités monopersonnes par rapport à des activités où les gens se présentent plutôt en équipe? Est-ce que vous avez ce cas de figure d'ailleurs? Ou est-ce que finalement, ça se présente moins que le reste? Je n'ai pas les chiffres. Je sais que les différents cas existent, mais dans quelle proportion? Il y a beaucoup plus de mono-activités au sein de la coopérative, voire de pluri-activités. Toi, tu es en pluri-activité ou pluri-emploi ou situation. Donc, on a vraiment tous les cas de figure. Mais les proportions, je n'ai pas pensé à regarder ces chiffres-là. Désolé. On pourra compléter dans les commentaires sur YouTube. Très bien, merci. Et par exemple, dans le cas justement de matériel, donc d'équipement, etc., si la personne a besoin de se financer avec de la dette bancaire pour pouvoir avoir un levier pour acheter du gros matériel, par exemple, du coup, vous participez également à
au financement avec les banques et ça se retrouve sur vos comptes à vous ou bien comment ça se passe? Aujourd'hui, on sait intervenir jusqu'à un certain niveau. On sait qu'on doit aller plus loin et évoluer et on est en train de, avec des équipes projets, on est en train de regarder justement à l'évolution de l'offre de service parce que c'est une vraie demande, un vrai besoin. Et si on veut que la coopérative puisse permettre aux personnes qui sont là depuis longtemps à continuer à se développer, il faut amener cette modalité financière. Aujourd'hui, on sait intervenir aussi avec les collectivités locales sur Bruxelles. Enfin, ça dépend. On a travaillé dernièrement avec la Fondation Roi-Baudouin. Sur Bruxelles, il peut y avoir aussi des interventions où un fonds qui peut être conséquent, parfois de plusieurs millions d'euros, est confié à Smart, et c'est Smart qui le promeut, qui le gère, qui le met à disposition des membres. Mais il faut qu'on monte encore en gamme. Et en termes de... pareil, j'espère que je ne dis pas d'erreur, mais pour moi, Smart ne s'adosse pas à un prêt bancaire qui interviendrait auprès d'un membre. Pas aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Peut-être que ça viendra. En tout cas, on est vraiment en train de bosser là-dessus. Merci. Merci. C'est précis aussi, ça, comme n'est-ce question. Pas Mathias, tu voulais dire quelque chose, j'ai l'impression. Une question. Je t'en prie. Est-ce que, donc, dans le cadre de la coopérative et de ce type d'activité, est-ce qu'il y a des freins législatifs auxquels vous faites face et est-ce qu'il y a une fédération des sociétés coopératives telles que la vôtre pour défendre vos intérêts auprès des autorités variées et diverses? Alors, moi, j'ai un exemple très évident qui est qu'il existe des aides, par exemple, pour les entreprises qui peuvent accéder à certains experts, par exemple, dans mon domaine, dans le domaine du graphisme et de la communication. On peut obtenir des aides pour réaliser un site internet, par exemple, et il faut que l'entreprise qui soit en charge de cette réalisation soit agréée afin d'obtenir l'aide. Et bien, il y a toute une série de cas où on n'est pas éligible en tant qu'utilisateur de la coopérative parce qu'il faudrait avoir un numéro de TVA propre pour pouvoir avoir son agrément. Ce n'est pas des choses qui sont inimaginables dans un futur plus ou moins proche, mais pour le moment, techniquement, ce n'est pas possible. Alors, quant à la question du lobbying potentiel sur ces sujets-là, je passe le micro à Anne-Laure parce que je ne sais pas. Effectivement, on intervient auprès des différentes administrations pour faire réviser ces points-là. Et vous posiez aussi la question de est-ce qu'il existe une fédération des coopératives d'activité ou des entreprises partagées. Nous sommes aux prémices, notamment avec des collègues de Bruxelles et de Wallonie, STIAP et Dies, qui ont eux aussi des coopératives d'entrepreneurs, des coopératives d'activité qui sont plutôt basées sur de l'activité en contrat à durée indéterminée, là où Smart fait plutôt du contrat court, sauf exception. Et on est en train de regarder justement pour se fédérer. Enfin, une des choses que j'aimerais bien voir se développer plus, c'est justement qu'on soit des coopératives plus nombreuses à proposer ce type de service à toute personne qui souhaite agir et travailler de façon individuelle, indépendante, mais au sein d'un outil partagé. D'autres questions? Alors, on parlait de réseau. Tout à l'heure, Madame a parlé de Smart Allemagne. Donc, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'un réseau international. Est-ce qu'il y a un réseau international Smart? Comment ça fonctionne? Est-ce que, évidemment, Smart Belgique est arrivé où dans cette histoire internationale? Smart Belgique est la première, en tout cas, c'est par la Belgique que Smart a démarré et a déployé et a initié un modèle qui pouvait, je ne sais pas s'il se réplique, mais en tout cas, il peut s'essaimer dans d'autres pays européens. Il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Autriche, il y a la Suède. Il y a un certain nombre de pays européens où Smart s'est développé.
À partir de ça, on a un réseau et les collègues seront là la semaine prochaine. Lundi et mardi, on a une réunion du réseau Smart Europe. Et pour ce qui est du réseau Smart Reste du monde, nous n'avons pas ni de souhait ni la capacité à pouvoir suivre et interagir avec d'autres Smart dans le monde. J'ai découvert à l'occasion d'une réunion à Séoul en Corée il y a 2 ou 3 ans qu'il y avait un Smart Corée, je ne savais même pas. Ils sont venus un jour visiter Smart en Belgique et puis voilà, ils se sont organisés sur place. Donc quand on parle d'autonomie, c'est quelque chose. En tout cas, toute personne ailleurs dans le monde qui souhaite ou venir nous rencontrer ou aller un peu plus loin dans la façon dont on est organisé, on met à disposition la façon, le modèle, la façon dont on fonctionne. Il peut être essaimé, dupliqué ou inspirant partout dans le monde. Et si on veut utiliser la marque, alors on rentre dans une charte et dans des engagements plus développés, mais toute personne qui veut s'inspirer du modèle est le bienvenu. C'est l'embryon d'une internationale smart. D'une internationale coopérative qui existe depuis plus d'un siècle, puisque nous sommes inscrits dans le mouvement des coopératives. Et alors, à moins qu'il y ait une autre question, j'en ai encore une. Donc, Smart a des membres, des sociétaires qui sont localisés en Belgique. Est-ce qu'on peut facilement mener une activité à l'étranger en étant sociétaire en Belgique ? C'est facile, légalement, c'est envisageable ? C'est légalement envisageable, ça donne tout un déclaratif conséquent. Là, par contre, je ne sais plus, les collègues, on travaille dans plus de 100 pays dans le monde, donc de façon ponctuelle ou unique ou régulière. Hein. Toi, c'est Smart Allemagne, tu es tout le temps en Belgique. C'est possible. Et par exemple, j'ai une amie qui travaille au bureau du livre de l'ambassade de France et elle reçoit très régulièrement des artistes, des auteurs de Smart Belgique. Et bon, elle m'appelle pour me dire comment ça fonctionne, le devis, je dois faire quoi. Mais c'est vrai qu'il y a énormément aussi de membres de Smart Belgique qui viennent en Allemagne et qui Oui, et l'inverse. Ou dans d'autres pays dans le monde. Il y a du déclaratif. Est-ce que c'est assurable ? On a eu des cas de personnes qui devaient intervenir en Syrie. On ne peut pas le faire à travers Smart parce qu'on peut pas assurer, par exemple. Donc, idem, à chaque cas, son déclaratif et sa couverture. Et je crois que chez Smart Allemagne, ça doit être de l'ordre de 1/3 ou la moitié en fait de factures, du chiffre d'affaires ou du nombre de factures qui sont émises pour des clients à l'international. Donc il y a des techniciens qui vont au Japon, etc. Voilà, grâce à Smart. Oui, effectivement, dans les métiers de la culture, ça peut voyager beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous avez des domaines, des secteurs ou des profils d'entrepreneurs et de producteurs que vous aimeriez bien toucher ou que vous touchez particulièrement, que vous ne touchez pas du tout ? Est-ce que vous avez des explications à pourquoi vous touchez des secteurs particuliers ou pas ? Historiquement, le secteur vraiment le plus courant, c'est le secteur, on va dire, créatif ou artistique. Donc il y a vraiment tous les métiers des arts de la scène qui sont représentés, puis auxquels se sont greffés assez rapidement les métiers connexes et comme moi, les graphistes, ça fait longtemps, on est nombreux, il y en a plein. Il y a eu une époque où c'était restreint à ces métiers-là, et puis il y a eu une ouverture à beaucoup plus de métiers, et donc maintenant la variété des métiers elle est beaucoup plus large que ce qu'elle n'était à l'époque. Voilà. Après, il y a toujours cette limite des métiers protégés dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux compléter avec... À tort ou à raison, Smart se développe par le bouche à oreille. Donc, quand on démarre dans un nouveau secteur, ça va faire tache d'huile et ça va venir. Il n'y a pas une démarche proactive de la part de la coopérative. Depuis quelques années, ça nous arrive aussi
d'étudier certains secteurs. Et dernièrement, on s'est posé la question, est-ce que ça serait intéressant d'ouvrir Smart au métier de la construction? La construction, c'est vraiment spécifique. Ça demande un encadrement et un suivi vraiment conséquent. Ce sont des assurances qui peuvent vous engager sur 10 ans. Enfin voilà, c'est des choses... On a instruit ça, on s'est dit on n'est pas mûr, on n'est pas prêt, mais on l'a instruit. Donc peut-être qu'un jour, c'est un secteur sur lequel on s'orientera. On s'est aussi posé la question sur les métiers médicaux ou en tout cas du soin. Est-ce que là-dessus, on aurait un intérêt à y aller? Donc là, c'est plus émergent, on n'a pas poussé encore les choses. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on ouvre la question sur... les infirmiers, les infirmières, est-ce qu'on peut mettre à disposition une structure du groupe Smart? Parce que derrière la marque Smart, il peut y avoir des ASBL, des trucs vraiment spécifiques pour chaque métier ou besoin. Donc on pourrait pousser. Mais s'il n'y a pas de demande des membres eux-mêmes, une coopérative rend service à sa communauté. Si les gens ne rentrent pas dans la communauté, ma foi, on peut de temps en temps y aller de nous-mêmes, mais c'est plutôt par la base que les choses évoluent, et non pas par ou le conseil d'administration ou la direction. Tiens, ah voilà. Bonsoir, ok, ça marche. Moi, j'avais une question par rapport au type de profils qui viennent chez vous. Ici, moi, j'ai fait ingénieur de gestion et j'ai l'impression qu'à la fin de nos études, c'est soit on se lance en salarié, soit on se lance en entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent dans votre coopérative ou c'est plus des types de profils plus vieux ou c'est des gens qui ont été salariés, qui se sont dit moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, voilà le type de profil. Je crois qu'il y a vraiment un peu de tout. En tout cas, des jeunes, il y en a plein. Parce que moi, je le vois dans mon domaine d'activité et dans ma profession d'enseignant en école supérieure des arts. C'est certain. On a même des collègues qui nous font, donc des collègues de l'école qui me demandent de demander à des collègues de Smart de venir faire des séances d'info en classe parce qu'il y a vraiment des besoins très évidents. Pour commencer à travailler comme freelance. Et comme je le disais tout à l'heure, avec pas forcément... c'est des profils où on n'a pas des cours de gestion, par exemple. Moi, j'ai jamais eu de cours de gestion dans mon parcours universitaire et en école d'art. Et du coup, moi, me lancer comme indépendant, juste là, tout jeune, c'était pas évident. Donc, c'est clair que ça répond à ça. Et puis après, il y a toute une série d'autres profils. On a des gens qui ont été salariés pendant des années, qui, en quête de sens, ont envie de se rediriger, mais peut-être pas totalement d'un coup. Et qui donc peuvent démarrer une activité à côté ou bien complètement. Il y a aussi des gens qui ont même eu des entreprises parfois et qui ont été peut-être écœurés de ces aspects de gestion qui ne correspondaient pas à leur manière de fonctionner, qui se sont peut-être parfois cassés les dents sur un projet mais qui ont envie de redémarrer dans une autre activité. Donc on a vraiment des publics très variés, je trouve. J'aimerais réagir simplement à ce que vous avez dit. Voilà, des personnes salariées qui ont un peu peur de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui rejoignent Smart pour justement avoir un peu ces deux casquettes. Est-ce que vous avez l'impression que Smart est un peu une situation pour ces personnes-là de transition avant d'être complètement entrepreneur ? Je pense que ça peut pour certains, et puis il y en a d'autres qui vont s'y trouver bien, qui peuvent rester, développer des projets d'ampleur. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais des profils comme le mien, de gens qui travaillent là depuis des années, qui ont des activités qui à des moments ont vraiment grossi et qui ont fait le choix d'y rester. On a des exemples comme ça. Et c'est vrai que c'est un des challenges pour la structure de pouvoir continuer à accompagner ces personnes-là, à ne pas trop le mettre des bâtons dans les roues à des moments sur des choses où, effectivement, c'est un système qui est quand même un peu cadré. Donc parfois, ça peut être des difficultés, mais il y a une volonté de continuer à avancer pour pouvoir accompagner ces profils-là. Je pense que c'est un des défis dans le futur de la coopérative. Merci. Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question parce que je vois que les deux dernières questions ont été posées par des gens qui sont très proches de leurs études, on va dire. Et donc, est-ce que vous envisageriez de vous lancer soit avec Smart, soit sans Smart? Vous avez le droit de prendre un joker. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à est-ce que je vais rejoindre Smart ou pas.
C'est simplement que justement, ici, je viens d'avoir terminé un stage dans une grande entreprise. Et c'est vrai que je me disais, simplement le fait de mettre mon badge autour de mon cou, je me disais, je suis un stagiaire, pas salarié encore, mais voilà. Mais donc le fait d'être entrepreneur, je pense que ça ouvre plein de portes et ça apporte une certaine liberté. Donc l'aventure entrepreneuriale, ça me tente de toute façon. Je ne sais pas au niveau des jeunes ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce dilemme. Est-ce qu'on commence tant qu'on est jeune parce qu'on n'a rien à perdre, on n'a pas de gosse, on n'a pas de prêt, je sais pas. Ou bien est-ce que justement on attend de se faire un réseau, d'avoir de l'argent de côté avant de se lancer. Voilà, c'est tout un dilemme. Mais voilà. Joker ou non? Alors, j'ai pas forcément de projet pour l'instant entrepreneurial ou quoi que ce soit, mais évidemment, maintenant, vu la présentation, ça a l'air très alléchant comme proposition si le projet match justement ce que peut proposer Smart. Mais donc, ça dépend évidemment de si ça m'arrive d'avoir une idée de projet ou quoi. Mais je plébisciterai Smart si jamais j'entends parler de projet ou quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un... encore une question, commentaire. Non. Peut-être juste un complément par rapport à ce qui a été donné, parce que moi, je suis rentré chez Smart en étant étudiant. Voilà, c'est quelque chose aussi. Ça permet de tester l'aventure en étant encore aux études, de savoir si c'est quelque chose qui peut nous correspondre. Donc ça, c'est peut-être le premier aspect que je voulais compléter par rapport à ce qui avait été dit. Et je pense, c'était il y a 10 ans, mais je pense qu'on peut toujours rentrer en tant qu'étudiant. Et du coup, ça passe comme job étudiant avec toutes les limites qui y sont liées, etc. Mais tout ça, c'est simplifié. Et on peut poser toutes les questions aux gestionnaires d'activités, etc. Et alors, le deuxième aspect aussi, peut-être pourquoi commencer par la Smart quand on se pose la question de si je passe indépendant ou pas. La Smart pourrait offrir une opportunité qui est de pouvoir travailler avec des clients qui demandent une facturation. Travailler avec des entreprises en tant que consultant ou quoi que ce soit, tant qu'on ne se pose pas la question qu'on n'a pas de réel statut, accès à un numéro de TVA, accès à un service de facturation officiel, etc. La Smart, en tout cas, moi, m'a permis d'arriver dans un marché où on travaille beaucoup dans le monde de la facturation, du devis, etc. La Smart m'a permis de rentrer là-dedans en ayant beaucoup moins d'appréhension, de pouvoir être encadré et de pouvoir travailler avec des gros clients, entre guillemets, de facturer des plus gros budgets que ce qu'on pourrait penser, sans forcément être indépendant, maîtriser l'aspect des lois sociales, maîtriser les impôts, maîtriser les frais, etc. Donc voilà, c'est peut-être plus aussi cette part-là en tant que student, avant même de sortir des études. La Smart, pour la modique somme de 30 € par an, permettrait déjà de tester un modèle sans avoir de risque, de lier d'être aux lois sociales, etc. Donc voilà, c'est plutôt un cas concret, mon expérience par rapport à ça. Ça m'a vraiment apporté cette sécurité, entre guillemets. J'étais vraiment serein d'esprit de pouvoir avancer là-dessus, de me dire, OK, je n'ai pas de coût fixe au-dessus de ma tête. Si j'ai une opportunité qui se présente, tiens, mais on doit vraiment, on est travaillé sur facture, on est une entreprise, etc. On n'est pas des particuliers, il nous faut un numéro de TVA, etc. etc. La Smart permet ça aussi. Donc d'ouvrir des opportunités avec un statut légal parfaitement reconnu. Alors oui, il faut passer par les devis, validation des frais, etc. etc. mais c'est rien comparé à côté du coût de l'opportunité que la Smart permet de faire et même de tester un modèle sans devoir aller s'enregistrer à la banque des entreprises, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est peut-être un peu plus concret par rapport à ça. Même en étant aux études, vous pouvez ouvrir une activité Smart, avoir accès à la TVA de la Smart, faire des frais, facturer avec des clients en consultance, bien sûr avec les limitations du statut étudiant. Ça, il faut pas, voilà, on n'y échappe pas. Mais au moins, ça vous permet déjà de rentrer dans le jeu, voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou non, et du coup, vous faire déjà une idée un peu plus claire par après. Voilà. Et nous, on a dans le studio régulièrement des jobistes qui sont qu'on salarie via la Smart. Et du coup, ça les change un peu. Plutôt que de bosser dans un bar, ils peuvent venir exercer leur vrai métier avec nous. Et nous, c'est l'occasion de tester des choses avec des jeunes. C'est toujours très chouette. On a encore une remarque ici. Oui, alors c'était plutôt une question, ou peut-être Monsieur Schmitt pourra aussi intervenir. Voilà, Smart propose d'abaisser une barrière, résoudre une problématique liée à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous
trouvez encore maintenant qu'il y a des problématiques, des barrières à l'entrepreneuriat, liées à l'entrepreneuriat, que vous aimeriez bien voir résolues ou qui justement ne peuvent pas être résolues? Oui, je pense que c'est quand même des points qui reviennent très régulièrement dans la presse, dans nos différents pays européens, en fait, qui est quand même la charge administrative qui est liée au démarrage d'une entreprise, et non seulement au démarrage d'une entreprise, mais dans la vie de l'entreprise. On parle de burn-out administratif, en fait. Il y a de plus en plus de requêtes administratives qui est demandées. Je vais vous donner juste un exemple. Récemment, donc, je suis chez Belfus, pour pas le nommer, et donc ils ont tout. Ils ont les comptes qu'on peut trouver à la BNB, UBO, donc le registre des bénéficiaires économiques, enfin tout. Sur 20 ans, pas un retard de paiement. D'accord ? Et il y a un mail qui passe comme ça, il faut délivrer le PV de votre assemblée générale. Voilà. Vous oubliez, enfin vous dites, paf, il bloque vos comptes. Genre le 30 novembre. Qu'est-ce que vous devez faire le 30 novembre ? Vous devez payer des salaires. Voilà. Bon, voilà, et c'est ça. Chez votre compte expert comptable, tous les 2 ans, vous devez prouver que vous êtes vous. Voilà. Vous devez prouver que vous êtes vous, mais tous les 3 mois, pour encaisser la facture, il vous connaît. Voilà, vous voyez. Enfin bon, c'est des anecdotes, mais quand vous mettez tout ça les uns à la suite des autres, et il y a aussi l'agressivité de l'administration. D'accord ? Auquel cas, donc il faut avoir une sorte de, comment on appelle ça, de peau, une carapace ou une peau de enfin, il y a une expression, peau de poisson, je sais. Donc pour laisser couler l'eau, parce que donc ça il faut pouvoir intégrer. Voilà, enfin, il y a tous les pain points là que j'ai sous les yeux, qui ont été révélés qui ont été étudiés par le Centre pour entreprises en difficulté. Donc il y a vraiment toute une série d'éléments. Donc il y a aussi la solitude du jeune entrepreneur par rapport justement à toute une série de tâches. Aussi les fonds que vous devez mettre dès le départ. Alors, c'est pas forcément élevé, mais quand vous n'avez pas encore facturé, que vous recevez la première facture pour les cotisations sociales, etc., mais voilà, il faut les payer alors que vous n'avez pas encore facturé, etc. Et si vous ne les payez pas, vous avez de nouveau cette agressivité de l'administration, alors que vous la faites vivre quelque part. Donc là, je prends un petit peu le chapeau de... Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Voilà. Donc il y a tous ces effets-là dont il faut être conscient. Donc la simplification administrative, je crois que ce serait un vrai... c'est pas tellement pour moi, c'est pas tellement l'impôt entre guillemets si on parle mais c'est surtout les à côté. Donc toute cette charge administrative. Voilà. Maintenant, ça doit pas être un frein pour entreprendre. Voilà, c'est quand même, à mon sens, la plus belle des satisfactions de pouvoir avoir créé son petit business, sa petite entreprise, sa moyenne entreprise, sa grande entreprise, en fonction du développement. Je pense qu'il n'y a pas plus belle récompense. Voilà. Mais il faut vivre avec. Bien, alors est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Parce que là, on est à 2 doigts de terminer sur une note positive. Ah oui. Ah, dans le fond. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, je m'appelle Caroline. Je voulais un peu témoigner en fait de tout ce qui a été dit. Pour faire court, j'ai été étudiante, j'ai été chez la Smart et ensuite en fait j'ai cru que j'ai été assez prête pour me lancer en tant qu'indépendante. Et je m'adressais surtout aux jeunes. Je pense que la Smart c'est surtout une protection en fait et le moyen d'avoir un bagage suffisant pour ne pas se faire avoir. Parce que personnellement, pour le dire, je suis personnellement en faillite actuellement, justement parce que j'ai traversé tout ça. Et je reviens vers la Smart pour un peu me remettre sur pied. Et donc juste pour dire, faites-vous un vrai bagage. Ne vous lancez pas comme ça parce que c'est beau un projet, mais vraiment si on se retrouve dans la mouise, faut du temps avant de s'en remettre. Donc un bon bagage. Et je dirais avant de vous lancer, personnellement, allez chez la Smart. Allez chez la Smart, ça sera le plus simple. Et vous former, vous préparer à ce niveau administratif parce qu'effectivement, c'est très agressif. Et si on n'a pas le mental ou la force d'y faire face, je crois qu'on peut très vite être noyé et voilà, et pas être bien pendant un moment, quoi. Donc, courage, mais beau bagage. Voilà, c'était surtout ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Feu, quoi. Il y a un côté vraiment qui protège de toutes ces difficultés. Et je pensais aussi, on parlait de démarrer une activité. C'est clair qu'il faut avoir quelques milliers d'euros de côté quand on démarre une activité avec un statut d'indépendant classique. Et que là, effectivement, moi, j'ai le souvenir d'avoir ma cotisation de la première année, et puis le reste, c'était parti, quoi. Non, mais c'était plus un message de reconnaissance parce que déjà, merci de partager. Je trouve ça, faut être courageux pour entreprendre, qu'on soit héroïque ou pas, il faut en avoir. Et ça peut arriver de se planter. Alors peut-être que c'est dur en ce moment, mais on s'en remet, on s'en relève. On peut repasser par Smart ou pas. On peut recommencer d'autres projets demain ou plus tard. Enfin, voilà, ça fait partie de la vie. Tout n'est pas rose ou bisounours. Donc merci pour l'échange et puis merci aussi pour les retours des personnes qui utilisent Smart et qui en parlent de manière très chouette et touchante. Est-ce que c'est une remarque, Mathias ? Tu as un micro dans la main ? Oui. Donc pour les jeunes, voilà. N'ayez pas peur. Parlez beaucoup autour de vous. Parce que je pense que l'entrepreneuriat démarre aussi en parlant beaucoup, en pêchant. Je pense qu'un des premiers critères, c'est de pêcher des informations. Et donc, soyez toujours à l'écoute de tout. Vous rencontrez, je ne sais pas, un juriste, vous posez des questions sur comment on crée une société. Vous rencontrez vous allez voir les différentes compétences dans les différentes réunions. Il y a des clubs d'entrepreneurs, il y a toute une série de choses. Allez à la recherche de l'information. Moi, j'avais une tante qui vivait en dictature, qui disait le plus grand des capitales qu'on ne pourra jamais vous retirer, c'est la connaissance. Donc allez à l'information, allez à l'information, allez à l'information. Après, c'est une question de caractère, mais je pense que cette information est primordiale. Échangez. Et j'avais un autre point, mais que j'ai oublié, qui va me revenir. Voilà, mais... À moins que quelqu'un ne souhaite poser une question, il va falloir qu'il revienne très vite ce point, parce qu'on arrive à la fin de cette édition. L'heure a tourné. Donc on va conclure, et je vais le faire en remerciant nos trois invités. Donc, alors des grises, Nicolas Belaïev et Mathias Schmitt. Merci à tous les trois. Merci d'être venus. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Merci toutes les questions. Je crois qu'on a d'expérience en 27 éditions. On a rarement eu autant de questions. Et autant de questions de personnes qui étaient proches du sujet. Donc c'était vraiment très intéressant. Merci à toutes et à tous. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Mais si, entre-temps, vous avez envie de prendre des nouvelles du Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion, ou le CEBRIG, eh bien, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, si je ne me trompe pas, il y a LinkedIn, ça c'est certain. Il y a Facebook, Instagram, et j'en oublie peut-être, mais vous avez l'essentiel. Bientôt, l'événement de ce soir sera disponible sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à vous laisser discuter les unes et les uns avec les autres, puisque l'atelier en ville va rester un petit peu ouvert encore maintenant. Et la prochaine édition du Management Café, on va vous l'annoncer bientôt. On est en train de préparer le sujet. Je sais qui va l'organiser, je n'ai pas encore le libellé exact, donc je ne divulguerai rien. Mais je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Revenez nombreux et nombreux. À bientôt à celles et ceux qui nous ont suivis en ligne aussi. Au revoir.